La Fédération togolaise de football opère la répartition du fonds de solidarité, fonds destiné donc à appuyer les équipes dans le cadre du Covid-19. On parlera aussi du FC Barcelone, ce nouvel entraîneur Koeman, un emblème pour reconstruire la Ligue Europa, Séville et l'Inter, une finale d'habitués. Et puis le PSG Bayern en finale de la Champions League, finale de rêve entre l'ambitieux et l'aristocrate. Les sujets, c'est avec Michel Tapa. Bonsoir. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous. Le comité exécutif de la Fédération togolaise de football, après avoir confirmé l'arrivée d'une partie du fonds de solidarité de la FIFA par rapport au contexte sanitaire mondial, a procédé à la répartition de la manne. La FTF a procédé au partage comme suit: 2,4 millions de francs CFA pour les coûts de fonctionnement, 5 millions pour les subventions de démarrage et 2 millions de subventions au titre de préjudice liés à la Covid. Je pense qu'on parlait d'un sujet similaire l'autre vendredi en lien avec le Nigeria. Donc finalement, la FIFA a mis de l'argent à disposition de tous les pays comme ça pour le redémarrage de leur championnat. Oui, la FIFA a mis de l'argent à la disposition de toutes les fédérations. Je ne sais pas si c'est la même somme, mais pour le Togo, c'est 3 millions de dollars. Disons que la moitié est arrivée, 1,5 million répartis, comme vous l'avez dit. Et donc, la seconde partie viendra sans doute au début de l'année prochaine, c'est-à-dire en janvier, voire février. Donc, on a pensé non seulement au club de première division, mais également de deuxième division. Vous avez donné la répartition déjà au niveau de la première division. Ouais. Au niveau de la deuxième division, coût de fonctionnement 2 400 000. 3 millions de subventions de démarrage comme en première division. D'ailleurs, là-bas, c'est à 5 millions et 2 millions pour le préjudice causé par le Covid-19. On a pensé également à la troisième division, 2 millions pour chacun, puisque le championnat n'a pas été organisé déjà l'année écoulée. Donc, ça veut dire que ces fonds vont permettre à préparer la saison à venir en troisième division. D'ailleurs, au niveau des districts, on est en train de se préparer. Et puis, on a pensé individuellement aux joueurs. Chaque joueur va toucher 50 000 à raison de 30 joueurs par club. Le staff technique également 50 000 et les entraîneurs 100 000. Les arbitres, les commissaires et les associations des centres de formation. Arbitre, oui. Commissaire, oui. Les associations de centres de formation, il y en a 2 au Togo. AC-Foot et 2A-Foot. AC-Foot du président Obi, 2A-Foot du président Florent Egra Kataka. On a pensé également aux 2 associations de journalistes sportifs au Togo, c'est-à-dire la JCJ et la JST. Alors donc, c'est des fonds, ceux qui vont en tout cas à l'endroit des clubs et autres pour le redémarrage de la saison ou pour éponger ce qui a pu être causé comme préjudice par la pandémie? Il y a les deux. Pour le redémarrage de la saison qui va s'ouvrir sans doute mi-octobre par rapport au calendrier de la Fédération togolaise de football. Et puis pour les préjudices causés par coronavirus sur la vie de ces clubs. On sait que c'est lourd, on ne peut pas mesurer cela. Et donc la FIFA, par le truchement de la Fédération togolaise, a su trouver les moyens pour pouvoir justement aider ces clubs à pouvoir essayer de régler ce côté financier de la chose. Ce qui me fait rire dans ce qui est destiné aux joueurs, c'est 50 000 francs par joueur. Déjà, le football ne fait pas vivre au Togo. Oui, effectivement. Vous n'avez pas menti. Déjà, les joueurs sont mal payés dans leur club. Il y a certains même qui touchent 30 voire 40 000 par mois. Et donc 10 000 de plus, c'est lourd. Les entraîneurs, certains touchent 70 000, 80 000. Il y a plus avec l'arrivée de ce fonds de solidarité de la FIFA. Et donc voilà, maintenant qu'on voit cette répartition au niveau des joueurs, et déjà ce que la Fédération togolaise de football a eu à octroyer à ces clubs, on peut dire que la Fédération aussi a fait quand même un pas favorable. C'est vrai que c'est 1 500 000 dollars. Mais bon, il faut répartir cela en pensant aussi effectivement à la Fédération togolaise de football, parce que les clubs et l'organisation d'ailleurs de ce championnat à venir passe aussi par la Fédération togolaise de football. On dirait que les joueurs du championnat togolais ne sont pas si différents des journalistes. Conditions de vie, je veux dire. Alors, au niveau de la FTF, on pense déjà au redémarrage saison prochaine? Oui, la Fédération togolaise de football a déjà pensé à mi-octobre, 10 précisément.
Ben bon, c'est vrai que c'est une proposition et la fédération est en train de travailler pour cela. On verra avec l'effort, bien les efforts des uns et des autres. Et d'ici là, on peut commencer le championnat qui a été suspendu à cause du coronavirus. Ça va pas être très difficile de reprendre ici parce que les terrains, même en temps de championnat, sont quasiment vides. Oui, effectivement, ça va pas être difficile. À part le terrain, bien les terrains de Cara, pour peut-être les derbies ACK Asco de Cara, ou bien c'est Asco, les condamnants qui reçoivent, ou bien les conducteurs de la COSA qui reçoivent. Il y a aussi le terrain de Semassi de Sokoré. Donc Sokoré, j'ai l'habitude d'aller sur des matchs à Palimé également, c'est un monde fou. À part ces terrains, les stades sont quasiment vides, comme vous l'avez dit. Maintenant, au niveau de ces trois villes, il va falloir qu'on prenne des dispositions, même à l'eau, pour certains derbies. On sent un peu le public. Il va falloir donc prendre des dispositions. Je pense que et la fédération et l'État sont en train de prendre ces dispositions pour le début du championnat. Deuxième sujet, passons maintenant au FC Barcelone. Ronald Koeman, première pierre de la construction du Barça. Le Néerlandais, futur entraîneur après le limogeage de Quique Setién, lundi aura la lourde tâche de rebâtir un FC Barcelone atterré par sa déroute 8-2 contre Bayern Munich vendredi en quart de finale de la Ligue des Champions. On a vu ce match 8-2. D'après les commentaires que moi j'ai suivis, ça remonte à 74 ans que le FC Barcelone n'avait plus été aussi lourdement défait. Qu'est-ce qui est arrivé aux Barcelonais? Ce qui est arrivé, on avait pris le temps de pouvoir disséquer les problèmes qui entourent le FC Barcelone, non seulement au niveau de l'administration, mais aussi au niveau du terrain, où l'effectif du Barça qu'on voit aujourd'hui est aux antipodes de la politique réelle du club avant, puisque le FC Barcelone se basait sur des talents, des jeunes, pour pouvoir construire son équipe. Maintenant, on veut faire comme le Real avant, qui a changé aujourd'hui de politique et est en train d'adopter la politique finalement du FC Barcelone. Donc, ce qui n'a pas marché, c'est une équipe vieillissante, on a pris le temps de le dire. Une équipe qui n'a qu'un seul salut, Lionel Andrés Messi. Et quand il est muselé, l'équipe n'arrive plus à respirer. Et c'est ce qui s'est passé lors de ce match face à l'équipe de la Bavière, qui a ouvert très tôt le score. Et puis le FC Barcelone a égalisé. On sentait déjà une partie âprement discutée. Sauf que la physionomie de la rencontre pouvait aussi changer si ce but de Lionel Messi, qui touche le poteau droit du gardien allemand, était rentré dedans. Après, on a vu une équipe complètement à terre. D'ailleurs, le titre l'a dit, atterré. 4 buts contre 1 à la pause. 8 buts contre 2 au finish. Une défense du FC Barcelone qui est dirigée évidemment par Piqué aux abois. Et les attaquants du Bayern de Munich en ont profité pour marquer but sur but. Le salut, je pense qu'il pouvait prendre plus. Quand vous suivez, j'ai pris le temps de suivre la rencontre. Lewandowski n'était pas dans ses beaux jours, alors que c'est lui le goléador de cette formation. Il a raté but sur but, sinon le score pouvait aller jusqu'à 12. Donc je pense qu'à partir de cela, on a senti cette nécessité de pouvoir changer déjà les choses au FC Barcelone. On en parlait, mais il fallait une rencontre de cet acabit pour pouvoir véritablement montrer que c'est une formation qui n'est plus la même et qui a changé de dimension négativement. Et donc, voilà, on a su... on est en train de prendre des dispositions pour pouvoir changer cela. Et vous l'avez dit, l'une de ces dispositions, c'est l'arrivée de quelqu'un de la maison, Ronald Koeman. Alors, Quique Setién, c'est qu'on en pensait qu'il n'était pas à la hauteur de la tâche? Oui, déjà, on soupçonnait sa faculté déjà à pouvoir diriger une équipe composée de véritables stars, Lionel Messi, pour pouvoir diriger une formation comme le FC Barcelone, même le Real Madrid. Il faut un entraîneur de ce nom qui a d'ailleurs fait une carrière en tant que tel, ou bien qui, certes, n'a pas fait une carrière, mais qui peut être remarquable et remarqué dans la gestion du groupe. Comme José Mourinho, lui n'a jamais joué, mais c'est lui la star. Zidane donne l'exemple déjà au Real Madrid. Donc on n'a pas senti Quique Setién. Et ça s'est corroboré avec ces disputes avec Lionel Messi, avec des cadres de cette formation, même Sarabia, son agent, qui disputait sans cesse avec les cadres de l'équipe. Donc je pense qu'il n'a pas été à la hauteur de la tâche. Même si moi je dis, on ne peut pas tout lui imputer, parce que le FC Barcelone n'allait pas forcément bien. C'est d'ailleurs pourquoi Valverde a été limogé.
il fallait qu'il s'y tienne pour essayer de donner espoir à ce club et à tous ses fans. Ben, je pense que lui aussi n'a pas pu faire mieux. Voilà Koeman est arrivé, on verra ce qu'il va proposer. D'ailleurs, il a fait des propositions aux dirigeants du club. On va les étudier tout à l'heure. Alors, justement, c'est vrai que moi, je ne suis pas un habitué de foot. La première fois, j'entends ce nom, Ronald Koeman. Qui est-il? A-t-il de l'expérience? Ronald Koeman est un Batave, c'est-à-dire néerlandais. Il a 57 ans. Il a une histoire collée à ce club parce qu'il a joué en tant que défenseur central entre 1989 et 1995. Il a joué 192 matchs et a marqué 67 buts. C'est grand, un peu plus grand d'ailleurs, pour un défenseur central. Et sa force, c'est seulement la puissance, c'est non seulement plutôt la puissance au niveau de la défense centrale du FC Barcelone et de son équipe nationale, l'équipe des Pays-Bas, mais aussi sa faculté à envoyer des missiles dans le camp adverse, c'est-à-dire aux gardiens adverses. Donc voilà, c'est sa force. Et à partir de cela, il a pu marquer des buts et surtout des buts décisifs pour cette formation. C'est quelqu'un qui est aussi accroché à l'institution du FC Barcelone par ses déclarations, parce qu'il a dit dans sa future carrière, ou bien dans sa carrière, puisqu'il le disait déjà il y a 3 ans, de jeune entraîneur, puisqu'il est devenu entraîneur il n'y a pas longtemps, son rêve, c'est de pouvoir entraîner l'équipe Batave un jour, et il l'a fait. D'ailleurs, il a encore 2 ans de contrat avec l'équipe des Pays-Bas avant de rompre cela. Et son second rêve, c'est de pouvoir entraîner le FC Barcelone. Aujourd'hui, je pense qu'il a pu réaliser ces 2 rêves, mais il va falloir maintenant travailler dur, transformer une véritable équipe. D'ailleurs, chaque fois, il a dit, tout le monde sait que j'aime tellement le FC Barcelone, un club que je respecte beaucoup, un club dans lequel j'ai grandi en tant que sportif et surtout j'ai grandi en tant qu'homme. Est-ce que son passage à la tête de la sélection néerlandaise a laissé des souvenirs inoubliables? Oui, sans doute inoubliables parce que l'équipe néerlandaise était à la croisée des chemins. Une génération, ancienne génération qui était en train de partir et une nouvelle garde qui est en train d'arriver. Et comme dans souvent plusieurs pays, c'est très difficile de pouvoir gérer cela. Ronald Koeman est arrivé, il a su asseoir une équipe qui a d'ailleurs disputé la finale de la Ligue des Nations européenne, une équipe qui est montée en puissance au niveau du classement FIFA et qui s'est qualifiée pour l'Euro à venir qui devait se jouer cette année, reporté l'année prochaine. Donc voilà, Ronald Koeman a su donner l'espoir nouveau à cette formation Batave. Donc je pense que son passage a été remarquable et d'ailleurs le peuple néerlandais comptait sur lui pour pouvoir jouer les grands rôles durant l'Euro à venir, sauf qu'il a rompu parce que il y a le second rêve qui s'est présenté devant lui et ce n'est pas donné à n'importe qui de pouvoir entraîner le FC Barcelone. Il a préféré justement saisir l'occasion. Mais face à des joueurs de poigne comme Lionel Messi, qui on sait au niveau des vestiaires en impose à tout le monde, est-ce que c'est ce nom-là, c'est un Koeman qu'on attendait forcément? Je pense que Lionel Messi n'est pas arrivé à imposer tellement de choses à Pep Guardiola. On peut me dire que bon, c'est vrai que quand Pep Guardiola était là, il était un peu jeune. Il n'est pas arrivé à imposer ces choses à Luis Enrique. Ce sont des gens qui maîtrisent peut-être l'institution du Bayern de Munich. D'ailleurs, les noms circulaient. Il y avait Thierry Henry, il y avait Laurent Blanc, il y avait l'ancien entraîneur de la Juventus de Turin, son nom m'échappe. Il y avait un ancien de la maison aussi, Xavi Hernandez, qui est au Qatar actuellement. Mais on a préféré Ronald Koeman parce que non seulement il était dans l'institution du FC Barcelone, mais aussi, comme je l'ai déjà dit, il a su donner un nouveau nom à l'équipe Batave de football. Et donc, forcément que Koeman, c'est vrai qu'il n'est pas peut-être comme Zidane ou comme d'autres entraîneurs de ce nom, mais c'est quelqu'un qu'on peut respecter parce qu'il a aussi contribué tellement, il a apporté sa touche dans l'équipe du FC Barcelone entre 1989 et 6 ans plus tard. Donc c'est quelqu'un qui a tellement apporté. En plus, Messi doit se dire que voilà ces décisions et celles de Suarez, sans oublier encore les décisions de certains cadres, ont quand même porté des coups au FC Barcelone.
il va falloir qu'il laisse ses égos. Oui, c'est vrai que c'est un grand joueur et qu'il se concentre pour le collectif. Il a déjà fait sur le terrain. Je pense que dans les vestiaires, il a aussi intérêt à le faire. Maintenant, Koeman a pu discuter pendant plus de 2 heures avec Messi. C'était mercredi. Ils ont parlé. Et Messi lui a dit de lui donner le temps, puisque Koeman lui a dit qu'il comptait sur lui et sur d'autres encore pour la saison à venir. Messi a dit, pour tout ce qui est arrivé, notamment au niveau de la direction sportive du club, il va prendre le temps de réfléchir. Et d'ailleurs, le rumeur coule. On est en train de l'annoncer chez les Nerazzurri de l'Inter de Milan. On l'annonce également au niveau de la Goba, la Juventus de Turin, chez son éternel rival Cristiano Ronaldo. Reconstruire le Barça aujourd'hui, ça passe par quoi exactement? Oui, reconstruire le Barça, ça passe par beaucoup de choses. La direction sportive, il y a Eric Abidal qui est parti et remplacé. Et donc, c'est déjà un changement. Quand l'entraîneur part et le directeur sportif aussi est parti, ça veut dire que le changement est en route. Même si certains demandent aujourd'hui la tête du président du Barça, Bartomeu. Il y a aussi certains cadres qui, forcément, qui sont des vieux entre-griffes qui doivent partir. Piqué, à la bas peut-être Sergio Busquets, qui ont marqué quand même leur temps au niveau du FC Barcelone, mais qui n'ont plus les mêmes jambes quand ils avaient encore 20 ans, voire 25 ans. Et d'ailleurs, le président l'a dit, il va falloir que Koeman puisse reconstruire une équipe autour de certains joueurs. Ansu Fati est cité, Antoine Griezmann est également cité, Ousmane Dembélé, qui est souvent blessé aussi, est cité, et Frankie de Jong également. On a cité certains joueurs, sans citer Alaba, Piqué et Alba plutôt, et Piqué et d'autres joueurs. Ça veut dire que la porte est grandement ouverte pour certains, y compris Suarez, même qu'on annonce même en MLS, et d'autres joueurs qui vont sans doute quitter le groupe du FC Barcelone. Donc je pense que le changement aussi passe par cela. Ceux-là qui n'arrivent pas à répondre doivent forcément prendre la porte et laisser la place à Koeman de pouvoir venir avec ces joueurs. D'ailleurs, il annonce des joueurs qui ont plus une connotation batave, on comprend, parce que c'est un entraîneur néerlandais. Et donc, il va sans doute préférer des joueurs néerlandais comme Arsène Wenger aussi l'a fait avec Arsenal. Ça veut dire que lui-même, dans sa tête, il a déjà un schéma de reconstruction. Oui, il faut l'avoir quand vous venez, et surtout en tant qu'un grand entraîneur ou un entraîneur en devenir. Vous avez aussi vos pions. C'est vrai qu'on ne peut pas tout déplacer dans la maison. Ceux qui existent déjà, on ne peut pas tout ramasser. Mais on a certains éléments qui peuvent vous permettre de pouvoir reconstruire une équipe. Mais en venant, vous avez aussi votre schéma et sans doute on va lui donner l'enveloppe pour pouvoir acheter des joueurs. Troisième sujet, Ligue Europa, Séville, Inter, une finale d'habitués. 6e finale pour Séville, 5e pour l'Inter de Milan. Le coronavirus a tout chamboulé avec 8 clos total en Allemagne. Mais ce sont finalement 2 grands habitués de ce niveau de compétition qui se retrouvent en finale vendredi à Cologne. Mais si les Andalous enchaînent les sacres depuis 15 ans, en 2006, 2007, 2014, 2015, 2016, l'Inter, de son côté, n'a rien glané sur la scène européenne depuis sa Ligue des Champions en 2010. Séville, Inter, on le dit, 2 habitués, mais qui est favori? Ça fait difficile de le dire. Chaque équipe a ses atouts. Je pense que le FC Séville aujourd'hui a un collectif très technique, à l'image du football espagnol. D'ailleurs, on l'a vu tout au long de la saison, c'est une équipe forcément qui n'a pas, certes, joué les grands rôles comme le FC Barcelone ou le Real Madrid, mais une équipe qui est toujours régulière et qui est toujours restée à sa place au niveau de la Liga Espagnola. Maintenant, au niveau de l'Europe, comme vous l'avez dit, l'équipe de Séville est plus habituée. Vous savez, pour pouvoir gagner aussi ces genres de compétition, il faut avoir une histoire sacrée avec la compétition. Et Séville en a gagné 5, et a perdu 4 finales. Ça veut dire que Séville a disputé 9 finales, a gagné 5, dont 3 consécutivement avec Unai Emery. Donc c'est une équipe qui a accroché à cette compétition. Et d'ailleurs, on a vu l'entrain qu'elle a su dégager en demi-finale face à Manchester United, battu 2-1, alors que c'est Séville qui avait encaissé le premier but. En face, et puis Séville a sa tête Lopetegui, qui certes a connu des mois difficiles avec le Real Madrid, mais qui, par le truchement de cette formation, a su effacer l'affront là et a placé l'équipe aujourd'hui au niveau de la scène européenne.
En face, on a une équipe d'Antonio Conte, lui aussi pétri d'expérience. Il a beaucoup bourlingué, surtout au niveau de l'Angleterre, et a connu des clubs, notamment Manchester City. Et donc, c'est un entraîneur réputé. Et il a un collectif aussi soudé, tant au niveau de la défense qu'au niveau du milieu de terrain et de l'attaque. Il mise souvent sur une défense à 3, contrôlée par l'Uruguayen Diego Godín. Très bon joueur, très bon défenseur, déjà connu au niveau de l'Atlético Madrid. Au milieu du terrain, il aligne au moins 4 joueurs, histoire d'étoffer ce milieu du terrain, qui sera capable sans doute d'alimenter l'attaque, contrôlée par Lautaro Martinez, qui n'est plus à présenter, courtisé par le FC Barcelone. Et on n'oublie pas Romelu Lukaku, puissant attaquant qui peut marquer dans toutes les positions possibles, sans oublier d'autres joueurs qui peuvent éventuellement arriver et marquer des buts. Et donc, en bref, on a une équipe de l'Inter qui a des individualités pour pouvoir embêter l'équipe andalouse et l'équipe andalouse qui joue plus en équipe, en collectif, capable de gêner aussi l'Inter de Milan. Mais Séville, Inter, s'ils sont deux habitués de ce niveau de compétition, est-ce que c'est deux équipes qui se connaissent? Pour pouvoir se connaître, il faut souvent jouer. Mais vous savez, le football européen va vite. On peut se connaître aussi par le truchement des matchs joués. Chaque fois que les équipes jouent, des émissaires sont là pour pouvoir disséquer les forces et les prisons et les forces et les faiblesses de l'équipe adverse. Et d'ailleurs, l'Inter a su jouer les demi-finales contre le Shakhtar Donetsk, 5-0. Oui, c'est vrai que c'est une équipe ukrainienne qui a encaissé 5-0, mais attention, c'est une équipe très technique. C'est aussi le pont des jeunes Brésiliens. Donc, c'est vrai que c'est 5-0, mais on ne peut pas minimiser une équipe qui a encaissé un but avant la pause, mais qui, faute d'expérience, a pu encaisser 4 buts après et être battu par 5-0. Donc, je pense que oui, ils se connaissent parce que les deux équipes sont en Europe. Elles se connaissent, bien évidemment. Elles se suivent déjà, mais elles n'ont pas pu jouer chaque fois. Et on verra véritablement le schéma que les deux entraîneurs, Lopetegui et puis Antonio Conte, vont pouvoir mettre en place pour éventuellement se défier. En tout cas, s'agissant de jouer une finale et de la gagner, on a comme l'impression que Séville a plus d'expérience là-bas. Oui, c'est ce qui sans doute peut faire la différence. Séville a l'habitude de pouvoir jouer la finale et de la gagner éventuellement. Elle l'a prouvé tout au long de ces années. C'est vrai qu'il y a eu 2 années de disette avec le départ de leur entraîneur fétiche, Unai Lopetegui, qui était parti entre-temps au PSG, puis Arsenal, revenu en Espagne. Mais je pense que c'est une équipe qui est forte mentalement. Et puis un mélange d'espagnol et de ce football surtout sud-américain, parce qu'il y a des Colombiens, il y a d'autres joueurs, des Argentins qui sont dans cette formation de Séville. Et quand on connaît ces pays et surtout leur football, c'est un football plus technique. Dernier sujet, PSG-Bayern, finale de rêve entre un Paris ambitieux, un PSG ambitieux et un Bayern de Munich, quintuple lauréat et dernier représentant de l'aristocratie du football continental. Ce sera une rencontre ou un duel Neymar-Lewandowski? Oui, on peut le dire parce que ce sont deux joueurs talentueux. Lewandowski, c'est le monsieur à tout faire de cette formation, un goléador. Il a prouvé tout au long de cette saison en mettant but sur but, non seulement en Bundesliga, mais aussi au niveau de cette Ligue des Champions, sans oublier la Coupe d'Allemagne gagnée avec son club. Oui, on peut dire Neymar également. On connaît le talent de ce joueur oliverdé, capable techniquement de pouvoir faire la différence. D'ailleurs, il a fait en demi-finale en mettant en difficulté la défense du club allemand de Leipzig. Oui, mais je pense que cette finale va être plus collective au niveau de ces deux formations. D'abord au niveau du Paris Saint-Germain, même devant, c'est un trio magique. Neymar, Mbappé, Di Maria. Ce dernier est plus technique et a plus de la finesse dans son jeu. On l'a vu avec les demi-finales. Il est capable de faire des passes précises. Il est aussi capable, l'Albi Céleste, de pouvoir marquer des buts. Mbappé, on le connaît, c'est plus de la vitesse et cette facilité de conclusion dans les actions. Jeune joueur, il va très vite. Il a
ardemment contribué à la qualification du Paris Saint-Germain face à l'équipe de la DA, c'est-à-dire l'équipe de l'Atalanta Bergame, sans oublier son apport en demi-finale face à Leipzig, même s'il n'a pas trop pesé. Et puis, Neymar, j'ai déjà parlé de lui, c'est un grand joueur, il peut faire la différence à tout moment. Derrière, au milieu du terrain, il y a d'autres joueurs talentueux, Verratti, Marquinhos, qui aussi est arrivé à marquer tant en quart de finale qu'en demi-finale. Et en défense, on doit forcément compter sur l'expérience de Thiago Emiliano Silva, le Brésilien, et d'autres joueurs qui Kimpembe et autres qui l'entourent. En face, on a une équipe de la Bavière qui n'est plus à présenter. Oui. On a déjà parlé de Lewandowski, mais aussi d'un Africain d'origine, Serge Gnabry, qui marque but sur but. C'est la jeunesse qui va très vite. Il est comme Mbappé. On peut dire que c'est le Mbappé du Bayern de Munich. Il est fort dans la vitesse et dans la conclusion. Müller, le vieux, qui est derrière, capable aussi de marquer, sans oublier ce milieu aussi du Bayern de Munich, Kimmich et d'autres joueurs qui font vite la différence. La défense également. Le quoi peut-être de la défense du Bayern de Munich, c'est que les latéraux vont très vite et surtout sont plus tournés vers l'avant. D'ailleurs, Alphonso Davies, le joueur gambien d'origine qui joue pour le Canada, le prouve à suffisance. Donc je pense que c'est une rencontre qui va être âprement discutée. La différence va se faire sans doute sur quelques détails. Et l'équipe, sans doute, qui aura remporté la bataille du milieu de terrain, ce milieu capable non seulement de détruire, mais aussi de pouvoir alimenter les attaquants, va sans doute faire la différence. Alors, si ceux qui aiment faire les paris, s'ils doivent parier, par exemple, pour cette finale dimanche, quand on regarde un peu ce que le Bayern a fait endurcir comment l'appelle-t-on, au FC Barcelone et ensuite à Lyon, est-ce que ça ne penche pas un peu plus côté Bayern? Oui, on peut le dire, surtout quand on voit le match contre le FC Barcelone, parce que le FC Barcelone, c'est une institution qui est déposée 8 buts contre 2. Mais quand vous voyez la rencontre contre les Gonds de Lyon, vous verrez véritablement que le football n'est pas aussi mathématique. C'est pas parce qu'on a battu le FC Barcelone 8-2 qu'on peut battre aussi comme du beurre Lyon 10 contre 0 ou bien contre 2. D'ailleurs, Lyon pouvait passer si les attaquants comme Charles Toko et Kambi, comme Memphis Depay et autres, étaient aussi réalistes. Et donc, dans un match de football, c'est le réalisme. Et je pense que si le Paris Saint-Germain est réaliste, d'ailleurs, le Paris Saint-Germain, sur son parcours, est toujours resté réaliste avec ce trio magique dont on a parlé. Si ce trio arrive à être réaliste, ça va être du dur pour le Bayern de Munich. Donc voilà, c'est vrai que le Bayern a la faveur des pronostics. Ça, il faut le dire, parce que j'ai déjà parlé du championnat remporté. D'ailleurs, le PSG a remporté également son championnat sans jouer presque toutes les rencontres en France. Quand on voit la Coupe d'Espagne et la forme du moment de certains joueurs, on peut dire que c'est l'institution du Bayern de Munich. Mais attention, c'est une finale qui va se jouer sur 90 minutes. Merci, Michel Takpara. C'est moi qui vous dis merci. Et on se retrouve avec vous tout à l'heure pour Regard Croisé.